Eh bien, mon cher Jean Sévilla, il y a bien longtemps que je voulais vous voir ici. Comment allez-vous? Je vais bien, je vous remercie. Oui. Et je suis très heureux d'être reçu par vous. Mais vous êtes bien le seul. Non pas être heureux d'être ici, mais à aller bien, parce que vraiment tout va mal. Enfin. Ah non, tout va mal, mais justement, il faut faire semblant d'aller bien quand c'est comme ça. Voilà, Ah bon? Au milieu de la catastrophe, il faut sourire. Non mais vous avez vu ce qui se passe? Ah, oui, tout va mal. La France s'écroule, l'Europe va très mal, l'Église se porte à peine mieux. Voilà, il y a un côté fin du monde, mais enfin, il faut avoir de l'allure dans ces cas-là, sortir ses gants blancs, enfin voilà. Ces grands chevaux? Aussi. Ah oui. Mais ça, c'est l'histoire qui vous fait dire ça, Jean Sévilla. Oui, parce qu'on a vu tellement de choses dans l'histoire. L'étude de l'histoire relativise, disons, nos peines actuelles. Il y a eu pire, on a eu pire. Hein. Si vous pensez à la terreur, si vous pensez à la guerre de 100 ans, je ne sais pas, on pourrait faire tant de fois la France a cru mourir et puis elle n'est jamais morte, en fait. Oui, en 40, encore. 40, évidemment. 58, ça n'est pas bien non plus. Donc, après ce donc temps, voilà, il faut avoir du recul par rapport aux événements. Et puis j'avoue que prenant de l'âge, plus ça va, moins je suis l'actualité quotidienne de près. Voilà. Même si je suis journaliste de mon métier, donc je continue évidemment, je m'informe, mais pas trop. Voilà. Et puis alors les délires de ces jours-ci sur l'effondrement du gouvernement, quel gouvernement, pas de gouvernement, etc. Il y a un moment où tout ça... L'écume des choses. Oui, c'est vraiment l'écume des choses. Et qu'est-ce qu'il en restera dans 10 ans, ou dans 20 ans, ou dans 30 ans? Oui. Ça, rien. Oui. Bon. Des choses plus fondamentales. Bon, alors écoutez, vous allez bien et vous êtes assis d'abord sur une grande œuvre, beaucoup de livres, je ne les ai pas comptés, il y en a une quarantaine, je ne sais pas combien. Non, pas loin. J'ai dû écrire 15-16 livres à peu près, je ne connais pas le chiffre précis. Et alors, à titre tout à fait personnel, plus des livres en collaboration. Voilà. Donc, ma biographie, c'est 22, 23 livres à peu près. Mais des livres ont été réédités avec parfois une postface, une préface, donc il y a des petits ajustages. Oui. J'ai été traduit aussi, j'ai plusieurs... Ah ça oui, vous avez été traduit. Alors un des livres qui s'est le mieux vendu, historiquement correct, je montre à la caméra, mais tout le monde le connaît, je crois que c'est 2003. 3, c'est ça. La première édition. Qui vous a rendu très célèbre en même temps qu'indispensable. Mais le terrorisme intellectuel, dont on parlera sans doute, a été traduit en 5 ou 6 langues. Beaucoup plus. Il était antérieur. Il était antérieur et il a été beaucoup traduit dans des langues de l'Est, en hongrois, en roumain, en tchèque, parce que les anciens pays communistes sont très intéressés par les phénomènes de désinformation, de manipulation des foules. Évidemment. Et donc mon livre, de ce point de vue, les a intéressés. Et au point d'ailleurs que votre dernier ouvrage s'appelle « Les habits neufs du terrorisme intellectuel » qui reprend la même problématique avec, hélas, bien d'autres choses à dire 30 ans plus tard. Oui, en même temps, il y a des constantes, bien évidemment. Oui. Le fond idéologique est le même. La première édition de Mon terrorisme intellectuel est parue en 2000. Cette réédition de 2025 est une nouvelle édition en réalité, puisque plus d'un tiers du livre est inédit là, dans cette édition-là. Mais le fond de sauce idéologique est le même qui a s'ajoute quand même le wokisme. Voilà, il y a le wokisme, il y a les questions du genre aussi qui étaient qui appartient un peu à ce... Qui n'existait pas, oui, bien sûr. Il y a un chapitre qui s'appelle le wokisme ou l'art de la confusion mentale. Oui, c'est assez drôle, c'est ça, oui. C'est terrifiant. Hein. Ça rend la société hystérique. Hystérique, totalement hystérique. Ouais. Et notamment les États-Unis. Parce que tout ce qui se passe avec Charlie Kirk et autres, qui révèle une Amérique très, très hystérique des deux côtés entre nous. Hein. L'origine, c'est l'hystérie woke. Bien sûr, bien sûr. Alors, le politiquement correct, political correctness, vient des universités américaines dans les années 90. Hein. C'est vrai. Et on l'a pris dans la figure peu de temps après. Alors chez nous, ça s'est surajouté à une tendance idéologique dominante dans le milieu culturel et intellectuel depuis l'après-guerre. Mais enfin, beaucoup, c'est cette espèce d'exaltation des minorités en tant que minorités, les minorités raciales, je mets le guillemets, les minorités sexuelles, les minorités... L'abolition des genres, ça fait partie aussi des tout ça, c'est un héritage américain. L'abolition des genres un peu moins, hélas, parce qu'il y a eu quelques élucubrations françaises auparavant. Bien sûr, bien sûr. C'est intéressant parce que
finalement, vous avez raison, je parlais d'historiquement correct, mais le terrorisme intellectuel, quelques années plus tôt, vous avez déjà beaucoup fait connaître. Alors, on vous connaissait comme journaliste au Figaro, Figaro Magazine, un des piliers. Figaro, groupe dont vous êtes toujours membre, mais même avec une responsabilité. Je suis chroniqueur histoire du Figaro Magazine. J'ai une chronique chaque semaine dans le Figaro Magazine, qui est une critique de l'histoire. Et puis je fais partie du comité scientifique du Figaro Histoire, qui est la revue d'histoire du groupe Figaro. Donc c'est un ancrage, en effet, c'est une maison pour laquelle je travaille depuis grosso modo une quarantaine d'années, ce qui fait de moi, je crois, un des plus anciens, pas le plus ancien, mais un des plus anciens. Et je dois dire que, je vous dis très simplement, c'est une maison qui m'a toujours laissé travailler comme je voulais, enfin, dans le cadre d'une équipe évidemment, mais enfin on m'a jamais embêté pour mes engagements, mes idées. J'ai jamais été malheureux. Vous avez beaucoup de chance parce que c'est une très bonne maison, le Figaro. La tolérance il règne, ou il régnait encore davantage il y a quelques décennies. Mais même la tolérance vous permettant au fond, dans votre bureau du Figaro, je vous ai vu à plusieurs reprises, nous connaissons depuis une quarantaine d'années, de faire à la fois vos articles, vos recherches, et c'est une grande chance dans la vie d'avoir un métier, enfin deux métiers qui se complètent si bien, et qui vous passionnent l'un comme l'autre. Voilà. Vous auriez pu être historien ou professeur d'histoire aussi. J'aurais pu être universitaire, ça ne m'aurait pas déplu. Bon, les choses ne sont pas faites comme ça. Voilà, ce sont les hasards de la vie. Mais vous n'auriez pas vendu vos livres à des centaines de milliers d'exemplaires. Oui, voilà. Parce que je pense qu'historiquement correct, c'est vendu, je ne sais pas combien, mais... Je crois qu'on est à 130 000 exemplaires, toutes éditions confondues, comprenant le poche. Voilà. Et peut-être que le terrorisme intellectuel s'est vendu autant, non ? Un peu moins. Il faut dire qu'il a été piraté. J'ai le souvenir d'un livre qui ne fait que repiquer Sévilla. Je n'entrerai pas dans cette polémique. Je ne veux pas vous fâcher avec quiconque, mais enfin, c'était un peu gros quand même. Bon, alors, commençons par le commencement, mon cher Jean, parce qu'avec vous, on pourrait... Enfin, je suis très heureux de vous voir, vraiment, parce que on a beaucoup... Vous avez beaucoup de choses à dire. Des choses même inattendues, j'ai encore découvert une chose, c'est votre dilection pour l'Autriche, qui nous a valu un livre, même plusieurs livres. D'abord une biographie de l'impératrice Zita, puis de Charles, son mari, le dernier Habsbourg, puis il y a 2 ans, un ouvrage très étonnant, cette Autriche qui a dit non à Hitler, qui détruit. Ça, c'est votre machine personnelle qui détruit les idées reçues, voilà. Vous détruisez les idées reçues sur l'Autriche qui a été beaucoup plus résistante, ne serait-ce qu'en raison de sa catholicité, et c'est important. Il y a une résistance conservatrice autrichienne au nazisme qui est tout à fait méconnue, à laquelle je voulais rendre hommage par ce livre. Que j'aime l'expression résistance conservatrice. Eh ben, c'est la vérité. Vous aimez ce mot conservateur, Jean ? Oui, je l'aime bien, finalement. Moi, je l'utilisais, il est devenu à la mode depuis 3, 4, 5 ans. Depuis le lancement du nouveau conservateur, aussi, oui, bon, on va bien d'accord. Moi, je l'utilisais depuis très longtemps. Les conservateurs, au fond, sont, pour dire les choses clairement, ce sont des monarchistes sans roi. Voilà. Non, mais ça vient de ça, au fond. Au XIXe siècle, les conservateurs, c'était des gens qui s'étaient ralliés à la République sans conviction, sans flamme pour la République, mais parce qu'il fallait faire de la politique quotidienne, malgré tout. Puisqu'on en vient à ce sujet crucial et chaud, vous avez remarqué, monsieur l'historien, comme les républiques finissent mal en France. Finissent malheureusement. Elles s'adaptent très mal. La 5e finit dans le ridicule. Oui, hélas. La 4e par l'anarchie et le coup d'État. Oui, mais je ne m'en réjouis pas au sens que c'est la France qui trinque. Et on trinque tous. La République, ça ne va pas. L'Empire, c'est pas mieux. Le premier Empire finit à Waterloo. Non, le deuxième finit à Sedan. Je ne veux pas faire une démonstration bêtement royaliste parce que moi je suis un homme de... Non mais on vit en 2025, il faut aussi faire du réalisme politique, voilà. Mais je constate qu'en effet, depuis la France n'a jamais trouvé son équilibre constitutionnel depuis, je veux dire, après la Révolution française, quoi. Je veux dire, c'est un peu rapide de dire ça comme ça, mais voilà. Il y a la tentative gaullienne de 1958 n'est pas sans intérêt.
Mais le problème, c'est qu'elle était dimensionnée à un homme, voilà, et que ça ne peut pas fonctionner quand l'homme et De Gaulle là. s'est aperçu que ça ne pouvait pas fonctionner à telle enseigne qu'il a essayé de mettre en piste le comte de Paris, parce que, au fond, la Constitution de 58 oui, alors va bien, c'est un débat dans lequel on pourrait rentrer qui serait très long. Est-ce que De Gaulle a voulu vraiment mettre en piste le comte de Paris, ou est-ce qu'il s'est servi du comte de Paris? C'est une question compliquée. Parce qu'il n'a pas donné à entendre ni à voir, donc il s'en est pas servi. Je crois qu'il y a songé dans les deux sens du mot songer. Comme on fait un songe, et comme on songe à faire quelque chose. Mais comme on songe à ranger sa chambre, par exemple. Bon, bon alors, venons-en à vous un peu. Vous êtes né d'une famille avec un nom, il ne faut pas oublier le I, Sevilla. Un nom espagnol. Oui, c'est un nom d'origine espagnole, oui, tout à fait. Pourquoi ? Alors pourquoi? Ça vient de mon père. Alors moi je suis né d'une famille pas mixte, parce que mes parents de Français. Mon père était d'une famille juive d'origine, voilà. Alors lui-même n'était pas croyant. Au fond, on avait pratiquement aucun rapport avec le judaïsme. N'a jamais pratiqué cette religion à laquelle il n'adhérait pas. Il était très français, même très franchouillard, je dirais, par certains côtés. Mon père travaillait le samedi, aimait le saucisson. Enfin voilà, non, il était assez, vraiment très français, très franchouillard au sens pas ironique. Le bon sens. Voilà. Ma mère. Une famille de maranes, si j'ai bien compris. Oui, c'est ça. Sevilla, ça vient de Séville. C'est des familles qui sont parties d'Espagne après 1492, après l'expulsion des Juifs, et qui ont conservé une identité linguistique ou culturelle, voilà. Mais qui se sont convertis à l'islam? Non, jamais. Justement, qui ont fui pour ne pas avoir à se convertir. Oui, absolument. Beaucoup se réfugiaient dans l'Empire ottoman, qui était assez accueillant pour les familles juives converties et non converties, non converties, qui ont pratiqué leur religion juive. Alors l'Empire ottoman était multi ah oui, absolument, religieux et culturel, on peut dire. Enfin bref, pardon de vous couper, mais ce que je veux dire, c'est que mon père n'a pas de relation avec ce monde-là. Il en est issu, mais ses propres parents étaient déjà en France. Mon père est né à Paris, est allé à l'école communale laïque. Il était scout chez les scouts protestants, parce que les protestants prenaient des enfants qui n'étaient pas baptisés, voilà. Et mon père était très français. Donc en 1936, il est parti faire son service militaire. Oui, alors il y a une belle histoire là, vous pouvez nous la raconter, qui a quelque chose avec l'Autriche justement. Oui, voilà, il était parti faire son service militaire, et crise qui était à l'époque de 2 ans, 38 crises de Munich, les conscrits sont maintenus sous les drapeaux. Prolongés. Voilà, et il reste sous les drapeaux, 38, 39-40, l'offensive allemande. Mon père faisait partie d'un régiment qui était artillerie contre l'aviation, voilà. Il a combattu sur le front et il s'est été fait prisonnier comme 1,8 million de jeunes Français. Je ne sais pas à quelle date, en mai, mais évidemment en mai ou juin, mais plutôt mai, puisqu'il était fait prisonnier du côté de Toul. Donc c'est vraiment le début de, si on prend la carte de l'invasion allemande de mai 40, fait prisonnier, voilà. Et il a été emmené en captivité en Autriche, où il a passé toute sa captivité. Il était libéré en 1945. Ce lion a on l'a mis dans une famille, enfin il était dans un village dans lequel il y avait une quinzaine de prisonniers français, lesquels étaient répartis dans des familles, qui chez un paysan, qui etc. Et mon père a été placé chez un tailleur, voilà, et ce qui deviendra son métier. Et donc avec cette famille, il a eu une relation quasiment filiale, voilà. Donc après, mon père est libéré en 1945, et après la guerre, il rencontre ma mère, qui elle était catholique, issue d'une famille de fausse noblesse bretonne. Enfin, là, ma mère portait un nom à particules. Et pourquoi fausse? Elle est très vraie, la noblesse bretonne. Absolument, mais le nom de jeune fille de ma mère est dans l'armorial de Bretagne. Voilà. Quel est-il, je peux vous le demander? Oui, Le Guillou de Pénarose. Voilà, Le Guillou de Pénarose. Pénarose, oui. Voilà. Quelle Bretagne? Du Finistère. Voilà. C'était une famille de notaires. Voilà.
Et elle ne voit pas son mari pendant longtemps, alors. Ah non, ils ont fait connaissance en 46, sans doute. Ils sont mariés en 47, voilà. Pour leurs premières vacances, mon père avait envie de revoir ce village dans lequel il a été prisonnier. Donc, notamment une famille qui avait été faite. C'est cette famille chez qui il a travaillé, je vois. Et donc là, ça a été le retour de l'enfant prodigue, vraiment. Ma mère, qui ne parlait pas un mot d'allemand, a été subjuguée. Elle s'est mise à l'allemand ? Après, elle a appris l'allemand, pour le coup. Et pour le coup, mes parents, enfin, moi, je n'étais pas encore né la première fois. Ensuite, j'ai un frère aîné. Ensuite, je suis venu au monde. Et mes parents ont pris l'habitude de passer chaque année le mois d'août, qui étaient les vacances familiales en Autriche. C'était une vacances, voilà, absolument. Ah, tout à fait. Et donc, c'est le paysage, l'endroit où on passe ses vacances enfants. Ça peut être la Bretagne ou dans le Cantal chez sa grand-mère, c'est des endroits, ça vous marque à vie. Voilà. Oui, bien sûr. Et bien moi, j'ai des vacances enfants, c'était l'Autriche. J'étais très marqué par ce pays, avec lequel j'ai noué un lien affectif extrêmement profond. Voilà. Vous avez apporté une jolie photo qui a été prise en Autriche. Vous pouvez nous la commenter, cette photographie Oui, alors c'est cette... Parce que vous êtes avec votre femme, et vous êtes habillé de façon un peu spéciale, mais il y a plein de signes. Alors oui, absolument, c'est parce que donc j'ai écrit plusieurs livres d'histoire liés à l'histoire autrichienne, dont un livre consacré à la révolte du Tyrol en 1809 contre Napoléon. Quand Napoléon occupait l'Europe et l'Autriche aussi, donc le Tyrol, qui est une région qui a beaucoup de particularités, s'est révolté contre l'occupation de la Grande Armée. Voilà. Sous la conduite d'un paysan aubergiste nommé Andreas Hofer. Et au Tyrol, région autrichienne, cet homme est un héros national et la mémoire de ces événements sont très très forts. Voilà. Alors quand j'ai publié mon livre, j'ai été décoré d'un ordre qui est l'ordre de l'Aigle du Tyrol, voilà, le grand ordre de l'Aigle du Tyrol, dont j'ai le collier. Ce petit collier, c'est ça, voilà. C'est l'Aigle du Tyrol. Et en 2009, il y a eu une grande cérémonie à Innsbruck. Alors la photo a été prise en 2009. À Innsbruck, parce qu'il y a eu lieu des grandes cérémonies, grands défilés, etc., commémoration pour le 200e anniversaire de la révolte du Tyrol du Sud. Parce que les Tyroliens ont la mémoire de cela. Voilà. C'était votre premier livre, ça ? C'était mon tout premier livre, oui, en 1991. Voilà, mais j'ai été décoré en 91 de Grand Ordre de l'Aigle du Tyrol. Et par la suite, vous êtes resté en Autriche, puisque nous y sommes, restons-y, en consacrant un livre très primé déjà. Je crois que vous avez eu un assez grand prix à l'impératrice Zita. Oui, tout à fait. L'impératrice Courage. Impératrice Courage, voilà, qui était mon deuxième livre et qui a été un succès de librairie assez étonnant aussi à l'époque. Parce qu'on ne connaissait pas. Paru en 97. Alors, il y avait les mémoires quand elle est morte en 1989. Elle a eu droit à des obsèques solennelles qui ont été rediffusées à Vienne. À Vienne, bien sûr, mais la cérémonie de ces obsèques a été rediffusée le soir même, commenté par Frédéric Mitterrand à la télévision française, sur France 2, Antenne 2 à l'époque. C'était plus Léon Zitrone alors. Oui, non mais ça avait marqué les gens, parce que beaucoup de gens m'en ont parlé. Et donc voilà, j'ai consacré un livre à l'impératrice Zita. 2 mots sur l'impératrice Zita, parce que c'est un personnage que vous révélez et qui est quand même captivant, très romanesque. Écoutez, elle règne 2 ans avec son mari Charles Ier, dernier empereur d'Autriche, de 1916 à 1918. En 1918, ils sont détrônés, l'Autriche s'est effondré comme empire. Il va être contraint à l'exil. Une longue errance. Une longue errance, et donc Charles, lui, Suisse, Madère, je crois, ensuite. Oui, voilà. Où Charles meurt. Voilà, et donc Zita va mourir en 1989. Donc elle est veuve pendant... Elle avait encore plus d'enfants que vous, 8. 8, voilà. Et vous, 6. Moi, 6, oui. Mais c'est pas un concours. Hein. C'est pas un concours. Et donc, elle a réussi à élever ses enfants Elle a élevé ses enfants seule, sans ressources. En but de difficultés financières. En but de grandes difficultés financières. Passant par le Canada, etc. Enfin, ce livre est assez captivant parce qu'on n'imagine pas une impératrice faisant face avec beaucoup de courage à une vie si dure, alors qu'elle a été, elle et son mari Charles,
exemplaire. Parlons-en quand même de cela. L'historien a des choses à dire là-dessus. Écoutez, c'est-à-dire que... Elle a voulu cesser la bouche. Cesser la bouche. C'est très intéressant. C'est Charles. Hein, je veux dire, elle a aidé parce que... J'étais d'accord. Ah, mais non, oui, mais vous avez l'air de lui donner le rôle secondaire. Non, c'est... Vous faites ensuite une biographie de Charles. Donc, oui, mais le bien placé pour restituer. C'est Charles. C'est lui qui règne. Hein, l'impératrice n'a pas de pouvoir constitutionnel, de pouvoir politique dans l'Empire d'Autriche. Mais c'est vraiment une volonté de Charles qui a une vision géopolitique certaine. Il a compris que l'alliance à laquelle l'Autriche avait été contrainte avec l'Allemagne, du fait de son affaiblissement, après, je ne vais pas raconter toute cette histoire un petit peu compliquée, mais enfin, sous François-Joseph, l'Autriche s'est un peu lié les mains en s'alliant avec l'Allemagne. Et Charles, alors qu'il y avait l'Italie derrière qui était très... On oublie toujours la vigueur avec laquelle l'Italie a combattu l'Autriche. Bien sûr. Et a eu raison l'Autriche, en réalité. On dit toujours que les Italiens sont pas des foudres de guerre, c'est pas vrai du tout. Ouais. Enfin, pas raison militairement, hein, parce que c'est... l'effondrement final de l'Empire, l'armée austro-hongroise a tenu le choc, notamment sur le front d'Italie, pendant très longtemps, jusqu'à la fin de la guerre. Oui, Vittorio Veneto en 18. Oui, mais c'est l'extrême fin. C'est l'extrême fin. Il contraint l'Autriche à lâcher la première. C'est l'extrême fin. Et anticipant tout cela, donc le dernier Habsbourg, l'empereur Charles... il voulait rééquilibrer, donc il entreprend dès 1916, il accède au trône fin 1916 et il entreprend aussitôt des négociations avec les Alliés, avec les Anglais, avec les Français, négociations qui passent par deux de ses beaux-frères, les princes Sixte et Xavier de Bourbon-Parme, donc frères de Zita, qui étaient un peu français d'ailleurs. C'est une branche française. Enfin, ce sont des Bourbons. Oui. Ce sont des Bourbons. Donc ils sont d'origine française. Au sens, alors ils n'étaient pas français. Oui, absolument. Ils n'étaient pas français au sens juridique du terme. Ils n'avaient pas de nationalité française. Enfin bon, ils étaient de culture française. C'était bien évidemment. Et donc, eux étaient officiers dans l'armée belge. Et donc, ces négociations vont échouer. Mais il y a vraiment la volonté de Charles d'essayer de sortir son pays de la guerre. Et il y a surtout sa volonté chez lui. Il y a beaucoup de textes qui sont très intéressants. Il le dit. Après la guerre, il voulait, pour lui, il n'y a pas eu d'après-guerre, il y a des différents, il voulait une union avec la France, rééquilibrer l'alliance qu'il avait avec l'Allemagne par une autre union avec la France. Il voulait vraiment se concilier. Et ces lettres ont été portées à Clémenceau? Oui, tout à fait, absolument, qu'il les a révélées, alors que ça devait être des lettres secrètes. Comme un sagouin, oui, je veux dire. Oui, malheureusement. Et pas donc, un grand homme, Clémenceau. J'ai l'impression que tout le monde lui tresse des couronnes. Ça dépend. En même temps, c'est lui qui a porté l'effort. En même temps, c'est lui qui a porté l'effort français pendant la guerre. En même temps, c'est compliqué. C'est aussi lui qui l'a arrêté alors que tout était prêt. Pétain en a pleuré d'ailleurs pour aller jusqu'à Berlin en novembre 18. En histoire, rien n'est tout noir ni tout blanc. Voilà. Clémenceau a des mérites, il a aussi des grands torts. C'est un homme qui a gagné la guerre, mais il a perdu la paix. Voilà. Mais pourquoi avoir arrêté alors que le plan était prêt, mis au point justement parce que c'était un impulsif. Oui, mais je là-dessus. On allait jusqu'à Berlin et toute la suite du XXe siècle eût été différente. On est d'accord là-dessus, mais bon. Et il a cédé aux Américains qui ont voulu épargner les Allemands, comme par hasard. Oui, absolument. Vous connaissez mon tropisme. Oui, je sais, je connais votre amour pour les États-Unis. J'en ai entendu là, encore une fois, ils ont joué un tour de cochon parce qu'ils ont épargné l'Allemagne et ensuite ils l'ont relevé pour qu'on la reçoive une deuxième fois sur la figure, quand même. On est d'accord. Sur cette question. Quant à Clémenceau, je suis désolé, mais son attitude avec l'empereur, le dernier Habsbourg, Charles, est lamentable. Je suis d'accord. Il avait des préventions contre l'Autriche, d'abord parce qu'elle était catholique. Oui. Et ensuite, pour ce mangeur de curé, c'était pas une gloire. Et en plus, c'était une monarchie. Et même une double monarchie. Là, il était tout de même bien placé il était mal formaté justement pour comprendre les enjeux géopolitiques. Il a fait prévaloir l'idéologie en réalité. Et la guerre eût été arrêtée en 1917, c'était pas plus mal, au détriment de l'Allemagne qui perdait son principal allié. Oui. Alors c'est faux ce que je dis? Non, mais c'est plus compliqué que ça. Parce que je pense. Non, mais je pense que si Charles, il y avait des plans de l'Allemagne pour envahir l'Autriche et prendre le contrôle de l'Autriche, y compris en détrônant la dynastie des Habsbourg, si les
Charles était allé plus loin dans ses contacts avec les Alliés, parce que l'espionnage allemand fonctionnait, les Allemands avaient compris le jeu que menait Charles. Voilà. Et donc, je pense qu'ils auraient fait comme Hitler a fait avec Mussolini en 1943. Si Charles était allé plus loin, l'Allemagne aurait complètement envahi l'Autriche, mis Charles en prison et pris le contrôle de l'Autriche. Voilà. Oui. Non, mais c'est pour dire que c'est compliqué. La marge de manœuvre de Charles était extrêmement étroite. Extrêmement étroite. Simplifions. Non, mais il y a un problème, c'est que il ne faut pas simplifier. Il ne faut pas simplifier. Non, c'est vrai. Quand on simplifie, on fait de l'idéologie. À ce moment-là, on chavire, je sais. Mais il y a quand même un problème que vous révélez dans un autre livre sur l'Autriche, celui dont je parlais tout à l'heure, cette Autriche qui a dit non à Hitler entre 1930 et 1945, livre qui a 2 ou 3 ans, je crois, 2022-2023. On apprend beaucoup de choses, notamment que la catholicité profonde, et ça c'est aussi important, de l'Autriche, l'a rendu assez réfractaire au fond au nazisme, et que Hitler n'était pas, les Allemands n'étaient pas aussi à l'aise que ça en Autriche. Ils avaient affaire à une opposition intérieure et une résistance vigoureuse. Tout à fait. D'abord, à partir de 1938 et de l'Anschluss, l'opposition, d'abord, elle est réprimée. Hein, je veux dire, terriblement. On oublie de le dire, mais il y a eu à peu près 70 000 arrestations en 4-5 jours après le 13 mars 1938. Alors, il y a des socialistes, des communistes, des gens de gauche, mais il y a aussi des conservateurs, des catholiques, etc. Tous les gens qui étaient hostiles au nazisme ont été embastillés et mis en camp de concentration, qui n'étaient pas des camps d'extermination, comme il en apparaîtra avec la Shoah, mais qui étaient des camps de concentration. Et donc il y a toutes, et il y en a qui sont morts, je veux dire, et parmi lesquels il y a aussi des chefs légitimistes, c'était des gens qui étaient fidèles à la dynastie d'Habsbourg. Voilà. Qui n'a pas réussi à être restauré, mais parce qu'on n'a pas voulu, en 1945, la Deuxième République d'Autriche a reconduit les lois anti-Habsbourg. Un des fils de Zita, Otto de Habsbourg, je crois que c'était le fils aîné. C'était le fils aîné, qui a été parlementaire européen. Ah oui, je l'ai très bien connu. Otto de Habsbourg, il a lu formidable. Enfin, bon. C'est aussi beau que le comte de Paris. Oui, non, mais c'était un homme un peu hiératique, c'était magnifique. Et alors lui était très pro-européen, naturellement, parce que l'Autriche... Oui, mais c'était leur idiosyncrasie, si vous voulez. On ne peut pas demander aux Habsbourg d'être anti-européens. C'est ça. C'est leur histoire. Oui. C'est une dynastie qui a régné sur un empire. Avec un peu l'intention de régner sur toute l'Europe, d'ailleurs, à un certain moment. Oui, mais c'est leur histoire, c'est comme ça. Donc ça leur allait parfaitement, l'Europe allemande de Bruxelles. Bon, mais enfin bref, ça c'est très important, cette résistance autrichienne, parce qu'on découvre dans votre livre qu'un des fers de lance de la résistance, tout de même, elle a été catholique. Bien sûr. La résistance a été... Bien sûr. Occasion de tordre le cou à ce qu'on entend dire, parce que ça aussi c'est tout vous, on retrouve dans Historiquement Correct. Oui, j'ai un chapitre sur Pie XII. Beaux bars, pardon. Oui, il y a un chapitre sur Pie XII dans ce... Oui, sur Pie XII, voilà, j'y venais, oui. Des beaux bars. Et c'est ça qui vous rend irremplaçable. Et ce livre, c'est un livre qu'on ne met pas dans une bibliothèque. On le met sur son bureau et on le garde en permanence. Ça se consulte comme une encyclopédie. Vous tordez le cou à tous les bobards historiques, les mensonges, les déformations, les simplifications, les usurpations, et notamment sur cette question-là, la catholicité autrichienne et la catholicité moindre de l'Allemagne du Sud, ont été beaucoup plus résistantes, ça c'est capital, y compris pour comprendre le monde contemporain, que l'Allemagne du Nord qui était protestante et qui a porté le nazisme beaucoup plus que la Bavière catholique qui a été plutôt résistante, et encore plus en Autriche. Oui, bien sûr. D'ailleurs, si on observe la carte des votes de 1932 dans le Reich, enfin avant, c'est les voix, les nationaux socialistes gagnent les élections en 1932 très largement dans les régions du Nord, dans les régions de l'Est protestantes, de l'Est et du Nord, et ils sont minoritaires dans le Sud. Hanovre et tout ça. C'est important, ça, c'est très important, parce qu'on se rend compte que finalement derrière la politique, il y a toujours des conflits religieux. Là, c'était un peu passé sous le boisseau au XXe siècle, maintenant ça nous éclate à la figure. Mais placer le catholicisme comme résistante au totalitarisme
bon, il y a eu les frères, frères et sœurs Böll en Allemagne, mais enfin, à part ça, il n'y a pas eu tellement de résistance. Il y en a eu dans les autres. Oui, la Rose Blanche. Oui, parce que ce sont des belles figures. Hein, quand même. Oui, mais enfin, c'était très isolé. Les protestants marchaient comme un seul homme. Oui, d'où la raison d'ailleurs pour lesquelles la grande majorité des Allemands marchaient comme un seul homme. A trouvé chez l'autre pilier des anglo-saxons en Angleterre de fameux relais. Et l'Angleterre a été un peu admiratrice d'Hitler, à commencer par certains rois qui a fait le salut nazi. Enfin, je veux dire, il y a une espèce de connivence entre le totalitarisme et le protestantisme qui est difficile à dire, mais qui est pleine d'actualité, à mon avis. Mais passons. Alors, non, ne passons pas, justement. Pie XI et Pie XII. Oui, ben je resterai dans la question Pie XII, j'ai essayé de consacrer un chapitre. Pie XI d'abord. Pie XI d'abord, si vous voulez, voilà. Qui était très, Brennendersdorge, qui était très alarmé par la montée du nazisme. Absolument, et comme du communisme, il y a les deux... Et du communisme, les deux, du totalitarisme. Absolument, il y a des deux encycliques de Pie XI sont concomitantes à quelques semaines près. L'une condamnant le communisme, l'autre le nazisme. Et donc, en effet, l'Église catholique se montre au mi-temps du XXe siècle, et même comme une force de résistance à la puissance totalitaire, parce que le totalitarisme, c'est la volonté de créer un homme nouveau qui est une singerie de l'homme nouveau de l'Évangile. Et donc, il y a cette volonté... cette question anthropologique, pour moi, est fondamentale. Le totalitarisme, c'est toujours une volonté de changer l'homme, de changer sa nature, de faire un homme nouveau, mais au sens d'un autre homme. C'est pour ça que tous les régimes totalitaires, c'est ça pour le marqueur, c'est lié à la question de l'école. Tous les régimes totalitaires contrôlent l'école. Dans les régimes non totalitaires, l'école est laissée libre. Dans l'Autriche du chancelier Dollfuss, l'Église est restée la puissance qui délivrait l'enseignement. Voilà. Et donc, c'est commun au nazisme, au communisme, la volonté de faire un autre homme, et c'est commun aussi à un autre totalitarisme, c'est moi qui parle, le totalitarisme, le matérialisme, comment dire, progressiste, j'allais dire à l'américaine, qui a aussi, son messianisme, qui s'appelle le transhumanisme, qui a aussi la volonté de créer un autre homme. C'est toujours pareil. D'accord. Mais enfin, je pense que oui. Non, mais vous voyez ce que je veux dire? Je vois ce que vous voulez dire. Maintenant, je serais prudent sur. Moi, je ne voudrais pas utiliser le mot totalitarisme, l'appliquer à n'importe quoi. Il faut garder leur sens au mot. La cosmogonie transhumaniste est vraiment totalitaire. Hein. Totalisante peut-être, mais pas totalitaire. Si vous voulez, dans l'expérience historique du XXe siècle, c'est le totalitarisme. Mais non, je ne suis pas prudent, j'essaye de faire de l'histoire, donc de penser les choses en clarté biologique. Ça, c'est pas l'histoire, c'est l'avenir, je crois. Oui, non, mais d'accord, mais le totalitarisme met les gens en prison. Le système américain ne met pas les gens en prison. Oui, il les met mentalement en prison, mais c'est pas la même chose. Il contrôle l'éducation, puisque c'est le critère que vous avanciez. Il contrôle l'éducation en la détruisant, pour commencer. Bon, c'est trop à la hache, votre raisonnement là. C'est trop à la hache. À la hache, clac. Non, l'histoire c'est pas à la hache. L'histoire, il y a forcément des nuances, il y a forcément il faut peser. Il y a des nuances entre le communisme et le nazisme, c'est pas tout à fait la même chose. Non, mais oui, mais vous pouvez pas mettre le modèle américain sur le même plan. Pas américain, mais le transhumanisme. Qui pointe. Mais il y a pas des camps de concentration transhumanistes. Je sais pas le mari. Non, mais on vit pas seulement dans le ciel des idées. Je suis désolé, les gens qui sont en prison, c'est autre chose que quand on est libre, on peut dire ce qu'on veut quand même, etc. Je suis désolé. Les premiers camps de concentration au monde ont été américains pour les Indiens et anglais. Oui, d'accord, mais enfin, oui, bon. Oui, j'épargne pas trop les anglo-saxons. Mais enfin, bref. Alors, Pie XII, vous le restituez dans sa grandeur, dans Historiquement Correct. Il a été un ennemi prudent, certes, justement, mais habile du totalitarisme allemand, nazi. Absolument. Je veux dire, sur contrairement le plan des principes et de sa pratique, il n'y a absolument aucune collusion chez Pie XI avec le nazisme, dont il a vu le danger dès le départ, très tôt.
L'encyclique d'ailleurs de Pie XI, Mit Breden der Sorge, dans la pratique, était très largement écrite par Pacelli. En 38, par le 37. Largement écrite par Pacelli, futur Pie XII. Donc sur le plan des principes, il n'y a aucun... Alors, une fois qu'il accède au pontificat, eh bien, il est pape, il fait de la politique. Il y a aussi le fait qu'il y a de la prudence, parce qu'un pape est obligé de prudence. C'est un pape de formation diplomatique, c'est un diplomate à l'origine, puisqu'il était secrétaire d'État. Il a fait l'école de la diplomatie du Vatican. Donc il va jouer avec, faire ce qu'il veut, et c'est un homme, c'est sa technique. Alors on le lui reproche aujourd'hui, parce que les gens se projettent dans un monde qu'ils ne connaissent pas. Ils auraient voulu que Pie XII agisse comme aujourd'hui, à l'heure des réseaux sociaux, du 20h où que tout le monde regarde à la télévision, etc. C'est-à-dire, bon voilà, et puis Pie XII a agi... Et puis le clergé allemand catholique était en grand danger. Persécuté par les nazis, absolument, et en France aussi d'ailleurs. Il y a quand même plusieurs évêques qui sont partis en camp en France. Bien sûr. Pas que ça à Liège. Ouais. Et d'innombrables curés. Tout à fait. Donc Pie XII a fait ce qu'il pouvait, dans la mesure de ce qu'il pouvait, avec prudence. Et d'ailleurs, intervenant là où il le pouvait, quand il le pouvait, pour sauver des Juifs, voilà. Et d'ailleurs, après-guerre, on a d'innombrables, je les cite de mon livre, mais d'innombrables témoignages de reconnaissance de la communauté juive envers Pie XII pour ce qu'il avait fait pour sauver les Juifs, quoi. Golda Meir, quand il meurt en 1958, Golda Meir, ministre des Affaires étrangères d'Israël, prononce un magnifique discours d'hommage à Pie XII. Voilà. Et donc l'idée selon laquelle Pie XII aurait été complice d'eux, c'est une reconstruction postérieure. Qui vient d'où ? Possiblement, alors on n'a pas les preuves, il faut être prudent, et moi je suis historien prudent, on n'a pas les preuves, mais possiblement une manipulation soviétique, oui, possiblement, oui. On a quelques indices pour disqualifier l'Église. Bon, il faut dire que pas mal de films américains ont pris le relais. Oui. Oui, bien sûr. Encore me faire regarder si je dis des choses méchantes sur nos amis d'outre-Atlantique. Alors restons sur cette catholicité. Vous êtes profondément catholique. J'essaie de l'être. Sans ostentation, ce qui rend la chose encore plus authentique. Et vous avez été, c'est un autre de vos livres, alors lui aussi m'a passionné, m'a beaucoup ouvert les yeux, qui est une étude très fouillée des circonstances dans lesquelles fut adoptée la loi de 1905, dite de séparation de l'Église et de l'État. Ça s'appelle « Quand la République... » Quand les catholiques étaient hors la loi. Quand les catholiques étaient hors la loi. Très beau livre, très fouillé, mais il y a eu à ce moment-là une persécution des catholiques. On l'a pas. J'avais même pas mesuré que, par exemple, des églises ont été envahies par la troupe à cheval. Oui, c'est une persécution tout à fait oubliée, occultée, puis ce n'est pas le corps épiscopal d'aujourd'hui, de la France d'aujourd'hui, qui sera de le rappeler. Voilà. En effet, en 1800, quand la Troisième République est fondée, au départ elle est fondée par des conservateurs, puisque la restauration ne s'est pas faite, et la restauration de la monarchie, par des royalistes, bien sûr. Voilà. Qui était majoritaire. Qui était majoritaire, la Chambre, 71. Voilà. Enfin bon, en 1879, la Troisième République est entièrement contrôlée par la gauche, les gauches anticléricales. L'anticléricalisme est le ciment des gauches, qui sont par ailleurs séparées sur un certain nombre de sujets politiques. Mais l'anticléricalisme... il y avait partout le Grand Orient derrière. Oui, absolument. Et l'anticléricalisme est fait le ciment des gauches. Et donc il y a un projet anticlérical qui avait été énoncé par Gambetta, qui visait à laïciser l'école, couper les liens avec le Vatican en supprimant l'ambassade de France auprès du Saint-Siège, chasser les congrégations religieuses et séparer l'Église et de l'État. Chasser les congrégations religieuses, ça a eu un bien, c'était un mal pour un bien.
elles ont essaimé, certaines en Belgique, beaucoup tout au long de la, autour de la Méditerranée. Et elles ont créé des collèges de très très grande qualité. Mais que de souffrance. Que de souffrance. Que de souffrance, oui. Que de souffrance. Il faut imaginer, il y a des petites religieuses. Rappelez deux mots. Allez-y. Non, cette loi de 1901 que nous aimons tous parce qu'elle est très commode, qui est la loi des associations, avait un titre qui a été supprimé depuis, mais qui créait un statut spécial pour les associations, c'est-à-dire les congrégations religieuses. C'est-à-dire les congrégations religieuses ne devait pas simplement être déclarée, elle devait être acceptée par le Parlement. Il y avoir un vote au Parlement pour se dire si leur association pouvait être conforme à la loi. Et donc, cette loi de 1901, et en 1903 à peu près, l'ensemble des congrégations qui ont présenté une demande de reconnaissance par l'État se sont vues refuser leur reconnaissance. Et donc, ces congrégations étaient obligées soit de se dissoudre, soit de quitter le territoire français, soit pour ces religieuses, de vivre, quitter leur habit et de vivre de façon laïque, si vous voulez, en se fondant dans la société et en séparant leur communauté. Voilà. Et donc, il y a eu des souffrances terribles. Voilà. Et donc, on estime, alors, selon les sources... Non, il faut donner un chiffre, parce que c'est saisissant. On estime qu'entre 1903 et 1904, il y a entre 30 000 et 60 000 religieux et religieuses français qui ont quitté la France. Entre 30 000 et 60 000. C'est considérable. À partir de 1905, il n'y a plus une bonne sœur en cornette. Il y en a très peu, du moins en tout cas, dans les rues françaises. Là, on en voyait partout auparavant. Voilà. C'est très important. Et puis tous les grands couvents, toutes les grandes abbayes se sont vidés. Donc c'est le grand exil, des moines, des moniales et des religieuses, y compris des religieuses qui soignaient, qui faisaient des piqûres dans les hôpitaux, puisque il y a des grandes, il y a beaucoup de, voilà. Et donc c'est une phase très méconnu, qui a été... Alors effectivement, l'aspect positif, c'est qu'ils ont souvent essaimé, ils ont fait des écoles à l'étranger, mais enfin, ce sont des souffrances. À Beyrouth, en Égypte. Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, en Algérie. Non, sans contradiction, la République française s'en est beaucoup servie, parce que précisément de ce point de vue-là, il y avait des exceptions à l'anticléricalisme d'État. Quand ils voyaient que ça servait les intérêts de la France au Moyen-Orient, eh bien, on était indulgents et on les aidait financièrement. Voilà. À l'époque, on avait encore le souci de la France. Oui. Oui. Alors, mon cher Jean, restons un peu sur ce sujet. Mais c'est une deuxième révolution, si vous voulez. Donc la séparation de l'Église et l'État, la décision de l'école a été une deuxième révolution française. Une deuxième révolution française, c'est ce qu'on comprend en lisant ce livre. Et on se demande même... en plus, vous passez sur les persécutions et les chasses à l'homme dans l'armée, l'affaire des fiches. Enfin, on fichait les officiers qui allaient à la messe. Selon qu'ils allaient à la messe ou pas à la messe. Et il y avait des conséquences, d'ailleurs, on était rétrogradés. Ça s'est poursuivi, d'ailleurs, parce que quelqu'un qui s'est très bien comporté pendant la guerre de 14-18, Castelnau, le général de Castelnau aurait amplement mérité le maréchalat. Et on ne lui a pas donné parce que c'était un catholique trop affirmé. Un capucin botté, comment Un capucin botté, donc cette espèce de fanatisme anticatholique. Et je me demande quelque chose, au fond. Quand on cherche, c'était le début de notre conversation un peu banale, comme si nous nous rencontrions dans un bar, mon cher Jean, et que nous déplorions la déréliction générale de la France. Je me demande si l'origine n'est pas là. Alors, il y a la Révolution française qui a donné un sacré coup à ce qui fait la racine culturelle et spirituelle de la France, c'est-à-dire sa profonde catholicité. Et puis, il y a eu encore plus au moins autant la seconde révolution, c'est-à-dire cette atmosphère anticatholique, les catholiques hors la loi, le titre de votre livre, en 1905. Est-ce que c'est pas le début de la déréliction de l'Église et par ricochet de la déréliction sociale? Alors, la déréliction de l'Église, oui et non, parce qu'en même temps, il y a... Paradoxalement, il y a aussi un côté positif dans... Est-ce qu'on n'en est pas là à cause de ça? Voilà, c'est ça mon sujet. Il y a un côté positif, paradoxalement, dans la séparation de l'Église et de l'État, c'est que l'Église a perdu, il n'y a plus de budget des cultes, donc l'Église devient pauvre. Mais la pauvreté peut être une fécondité. Oui.
Voilà, parce que si vous regardez les églises qui sont encore en statut concordataire, l'église d'Allemagne, par exemple, elle est riche comme Crésus, mais les 3/4 sont hérétiques. Crésus, parce qu'en Allemagne, on paye l'impôt. Oui, absolument. Pourri par l'argent. Oui. Donc là, d'ailleurs, Pidis l'avait bien vu. Il y a des discours de Pidis qui dit finalement, qui était contre son principe de la séparation, mais il dit l'avantage, c'est que vous avez gardé une liberté, on ne s'est pas vendu. Donc voilà. Bon. Maintenant, je pense qu'en effet, en 1905, la République, à partir de 1905, la République ne reconnaît ni ne salarie aucun culte. C'est un type d'État nouveau dans le monde occidental, c'est-à-dire un État pour qui il n'y a pas de question, la question de Dieu ne se pose pas. Or, je pense qu'elle se pose. Et je pense que la puissance publique doit avoir une position. Alors, c'est de dire oui, Dieu existe, ce qui laisse toute liberté à ceux qui n'y croient pas de ne pas croire, et ce qui laisse toute liberté aux minorités religieuses de vivre leur propre religion. Hein. Mais un État qui fait comme si la question du ciel ne se posait pas est un État amputé de sa mission, parce que la mission de l'État, c'est le bien commun, et si le bien commun exclut toute perspective de transcendance, il y a une dimension qui n'est plus là. On ne peut pas mieux dire la faiblesse de la République, en réalité, parce que la distinction entre les ordres est fondatrice en France. Bien sûr, Clovis, bien sûr. La mise en scène Clovis-Rémy est une illustration de la distinction entre les deux ordres. Et d'ailleurs, Clovis refusera d'aller en 509 ou 510, peu avant sa mort, au synode d'Orléans. On a la lettre où il dit, une des rares choses qu'on a de Clovis, où il dit « je n'irai pas parce que c'est pas mon business ». Enfin, en gros, ce ne sont pas mes affaires. Les affaires de Paris ne sont pas celles de... Bon, ça reviendra avec « Paris vaut bien une messe », mettant au fond sur le même plan la logique politique et la logique religieuse. Mais ça n'est pas une opposition. C'est-à-dire qu'on est passé d'une distinction à une séparation qui en réalité est vécue depuis lors comme une opposition. Et alors là, l'opposition, nous analysons beaucoup ça dans ce numéro du Nouveau Conservateur, sur la laïcité, en finir avec la laïcité. Cette opposition, elle est destructrice pour toute la société. Oui, parce que c'est un repère fondamental qui est perdu. Y compris dans une boussole qui est cassée. Bien sûr. Il y a eu du totalitarisme, justement, dans l'éducation nationale ces dernières décennies. Je ne sais pas tout à fait le mot que j'emploierais, parce que pour les raisons que j'ai dites tout à l'heure, mais je vois ce que vous voulez dire. Oui, c'est-à-dire, la laïcité devient une sorte de contre-religion dans cette perspective-là. C'est plus simplement la distinction du temporel et du spirituel, c'est la volonté d'effacer le spirituel, de le chasser, de le réduire à la sphère privée. Or, ça ne peut pas fonctionner. Voilà. Il y a eu quelques polémiques qui ont entouré votre ouvrage de je ne sais plus l'année, quand les catholiques étaient hors la loi. C'était en 2005, c'était pour le centenaire de votre séparation. Il n'y a pas eu tellement de polémiques, non. Vous savez, moi, je suis peu sujet à polémique parce que les gens qui n'aiment pas ce que je publie préfèrent m'ignorer. Voilà, c'est leur technique. Si vous voulez. J'ai publié, je fais une parenthèse, mais qui est assez amusante. Je veux dire, j'ai publié, à la louche, on va dire 25 livres, c'est peut-être moins, c'est peut-être plus, peu importe, mais je n'ai jamais eu de ma vie un article dans Le Monde, jamais de ma vie un article dans le Nouvel Observateur. Pourtant, vous avez écrit un livre qui s'appelle « Historien de combat ». Écrit historique de combat. Écrit historique de combat, oui, tout à fait. C'était un gros volume. Vous n'êtes pas historien totalement neutre, quand même. Mais j'ai pas dit que j'étais neutre, j'ai dit que j'en préfère justement ne pas répondre à ce que j'écris. Voilà, c'est une façon. Oui. Sans doute parce qu'ils ont. Je n'aurais pas peur de ce que j'écris, il ne faut pas exagérer, je ne veux pas majorer mon importance, mais voilà. C'est une des techniques du terrorisme intellectuel, c'est de faire silence sur ceux qui tiennent un propos à contre-courant. Et en 2015, 10 ans plus tard, vous publiez chez Lafon, alors carrément, La France catholique. Oui, ce qui est un grand album, format album, avec beaucoup de photos. C'est un livre qui est une sorte de panorama du catholicisme. Oui, panorama du catholicisme aujourd'hui. Ouais. D'ailleurs, je crois qu'on peut voir à l'écran, vous êtes amusé un jour sur une grande table, oui, à mettre les uns à côté des autres tous vos livres. C'est un jeu. C'est pas comme ça tous les jours. Mais c'était justement parce que ça m'amuse. Mais quand je regarde ça, je me dis quand même,
Qu'est-ce que j'ai bossé dans ma vie? Je m'étonne un peu moi-même. Ouais. Qu'est-ce que j'ai pas... J'ai beaucoup travaillé. Comment vous faites? Le matin? Non, je suis du soir. Moi, je suis du soir. Hein. Et surtout, à une époque, je suis maintenant plus à plein temps au Figaro, mais quand j'y étais, j'étais toute la journée au journal et je me mettais à travailler le soir et le week-end. Après dîner, on dînait avec mon épouse et après, j'ouvrais mon ordinateur et je travaillais tous les soirs schématiquement à 9h30, 2h du matin. J'ai fait ça pendant 30 ans de ma vie. Les enfants étaient couchés? Oui, alors à la fin, ils étaient grands, ils ne se couchaient pas, ils se couchaient tout seuls de toute façon. Mais voilà, et la seule soirée que j'accordais à mon épouse, c'était le samedi, où là, on sortait, où on recevait des amis, voilà. Mais j'ai beaucoup travaillé comme ça. Et donc, et le dimanche, vous vous remettiez à travailler? Oui, les week-ends aussi, et une partie de vacances, voilà. Alors, la contrepartie, c'est qu'il y a ma culture cinématographique est très faible, parce que je suis allé très peu au cinéma dans ma vie. J'aime beaucoup la musique. Je suis allé de manière rarissime à l'opéra ou au concert. Et votre femme a mené cette vie de moine avec vous un peu, non? Oui, alors je lui dois beaucoup. Je lui dois beaucoup parce qu'elle a accepté ça. Alors au bout d'un moment, elle en avait un peu assez de la vie de moine, alors elle sortait avec ses amis, elle allait à des conférences pieuses parce que j'ai une femme qui est très pieuse. Enfin, elle a fait beaucoup de choses, elle n'est pas malheureuse. Hein, outre 6 enfants. Oui, absolument. Voilà. Mais je lui ai imposé un rythme un peu compliqué. C'est magnifique d'avoir le courage à 9h du soir de se remettre au travail pour 5 heures tous les jours, et plus encore, j'imagine, quand il fallait finir. Puis à l'époque, je fumais, j'ai arrêté de fumer il y a une dizaine d'années. Mais je vous ai vu beaucoup fumer un certain temps, il y a 20 ans. Et je me rappelle, c'était effrayant. Je pouvais ouvrir un paquet neuf de cigarettes en ouvrant mon ordinateur, et je fais fermer mon ordinateur à 2h du matin, le paquet était terminé. J'avais fumé 20 cigarettes en cet espace de temps, avec un cendrier qui était débordé. Ouh là là, maintenant ça me dégoûterait, mais enfin... Très bien, tant mieux, il faut s'arrêter. Oui. Et alors vous avez, puisqu'on en est à vos méthodes de travail, parce que c'est tellement colossal cette œuvre, il faut une telle énergie. On ne se rend pas compte, mais pour écrire un livre, un vrai livre, pas les livres qui sont des articles... il faut être organisé, il faut être persévérant. Mais des vrais livres très documentés comme ça, il faut une énergie intérieure. Il faut une discipline personnelle. Je me suis imposé cette discipline. Je l'ai un peu imposé à mon épouse. Mais vos parents vous ont appris la discipline, j'imagine? Non, peut-être, non. C'est vous. Mes parents étaient un peu foutraques à certains égards, enfin, même si mon père travaillait beaucoup. Mais non, ça c'est lié à mon caractère. Je suis comme ça. Oui. Je suis organisé, j'étais organisé. Très sérieux. Oui, je peux faire des grosses blagues, hein, vous savez. Je ne suis pas toujours très sérieux. Mais enfin, je sais. Mais j'ai beaucoup d'autodiscipline. Moi, je dis pas ça pour me vanter. Bien, je suis organisé. Dès l'enfant, j'étais organisé. Moi, j'ai des fiches, des dossiers chez moi, mes affaires. Moi, j'ai jamais perdu de ma vie. Mes lunettes, mon portefeuille, mes clés, ou mon téléphone portable, ça m'est jamais arrivé. Bon. Et aujourd'hui, j'ai perdu mes lunettes. Il faudra que vous me disiez un peu comment on fait pour se discipliner, les gens, parce que quand je serai grand, j'aimerais bien faire comme vous. Écrire des livres. Ne grandissez pas trop vite, Paul Marley. Non, je ne peux pas grandir très vite. Alors, vous avez un truc. Vous nous les avez apportés aussi, vos trucs. Ah oui. Les stylos. Le stylo. On fait le vous écrivez à la main ou à la machine? Ah non, mes articles comme mes livres, c'est directement à l'écran. Voilà. Oui. À la machine, à l'ordinateur. Voilà. Maintenant, comme tout être humain, il m'arrive d'écrire à la main. Parce qu'après, vous tirez les pages et vous les corrigez? Oui, c'est ça, voilà. Avec le stylo, là. Non, oui, tout à fait. Ces stylos-là. Voilà. Non, c'est pas ces stylos-là. Ça, c'est mes stylos d'écriture pour les dédicaces, pour les mots personnels. De temps en temps, on écrit quand même un peu, même dans le monde d'aujourd'hui. Voilà. Alors, oui, j'ai un petit code, parce que vous m'avez demandé. En fait, c'est des stylos qui ne sont pas des stylos de très grande valeur commerciale, ce sont des stylos Waterman, ils sont très bien, voilà, mais il y en a un bleu, alors celui est de couleur noire et celui est de couleur, je sais pas, marron, chiné, voilà. Et donc, dedans, il y a, celui-là, il y a des cartouches d'encre bleu nuit, en l'occurrence, et là, d'encre marron, voilà. Et j'ai un code couleur, à savoir que le bleu
c'est pour les choses pratico-pratiques. Si je vais prendre un train à 22h pour aller à Nantes, je vous dis n'importe quoi, sur mon agenda, j'ai marqué train à 22h, mais ça, j'emploie ça au bleu, voilà. Et celui-là, qui est plutôt encre marron, c'est pour les choses où il y a de l'affectif, ou des choses qui comptent pour moi, voilà. C'est donc, ça, voilà, oui, absolument. Peut-être plus secret, alors. Plus secret, et puis je conserve mes agendas. Vous n'avez pas le temps de tenir un journal par-dessus le marché. Non, mais mes agendas sont un poil un journal. Si vous voulez, après coup sur mes agendas, si je suis invité à un dîner, je marque quel convive il y avait. Je ne vais pas marquer si c'est la canicule, je marque canicule. Si neige, je marque neige. Si le dîner était raté, le bœuf en daube était nul. Voilà, et donc c'est un peu l'histoire de ma vie. Et il se trouve que c'est un peu un tic, j'ai commencé à avoir des agendas tout jeune. Je possède tous mes agendas depuis l'année 1970. J'avais 17 ans. Voilà ce qu'est être conservateur. Voilà. Et donc je les ai tous. Et donc c'est un peu un jeu avec ma femme parce que parfois on se pose des questions. C'est un événement survenu il y a 15 ans et on a une controverse. On dit non, c'était ça, c'était ça. Et moi je vais chercher mes agendas et on a la vraie réponse. Voilà. Oh, c'est un jeu. Oui, c'est un jeu, mais c'est aussi un réflexe historien. Oui, absolument. Le passé éclaire l'avenir. Et donc je peux vous donner tout raconter toute ma vie depuis 1970. Ça n'a aucun intérêt, mais enfin on peut faire une troisième émission parce que nous allons en faire deux. Je sais ce que j'ai fait tous les soirs de ma vie depuis 1970. Est-ce qu'un jour vous publierez vos mémoires? Non, parce que c'est un bon fil rouge, là. Oui, moi je suis pas un grand homme, j'ai rien à dire. J'ai écrit des livres, c'est mon seul mérite, un petit mérite. En plus, vous êtes modeste. Alors, cette première conversation tire à sa fin. Nous allons reprendre, Jean, d'en parler plusieurs autres sujets dans une deuxième conversation. Mais convenant que vous avez donc fait une œuvre avec cette patience et cette discipline dont nous avons parlé, et une œuvre qui touche juste vraiment, parce que vraiment vous devriez avoir... vous n'avez pas la Légion d'honneur, des choses comme ça. Non, les seules décorations que je peux, ce sont des décorations autrichiennes, j'en ai 2, voilà. Et puis la République, peut-être que... Non, on voudrait me décerner quelque chose, j'accepterais, mais personne n'a pensé à moi, dans aucun ministère. Vous faites la place à la France, et vous rejoignez une de mes obsessions d'assez longue date. Dans notre petit milieu, on parle beaucoup de réinformation. TVL se veut et un instrument de réinformation contre les mensonges. Et au fond, c'est ce que vous faites aussi à l'échelle historique, vous profondez les mensonges. On va le voir plus tard, les mensonges sur la France du Moyen-Âge, par exemple, il y a des pages succulentes où vous redressez les choses. Contre une histoire républicaine qui est mensongère à tous les tournants. Mais plus important que la réinformation, il y a la réinstruction. Parce que c'est bien de réinformer, mais il faut que le terreau culturel, et notamment la connaissance historique, un peu d'érudition historique, permette de fonder la réinformation sur quelque chose de solide. Et ça, c'est le travail que vous faites. Vous faites la classe à la France, et un peu tout seul, vous méritez beaucoup de... Vous êtes conscient de ce rôle-là? Vous avez une théorie du rôle de l'historien dans le contemporain? Oui, alors, si vous voulez, il y a des historiens plus notoires et plus honorifiques que ma petite personne. Moi, je suis un vulgarisateur, sauf sur certains sujets où là, j'ai une vraie spécialité, mais autrement... Moi, il se trouve que ma fonction je passe ma vie à lire des livres d'histoire, parce que c'est ma fonction, puisque je suis critique du livre d'histoire de Figaro Magazine depuis plus de 30 ans, si vous voulez. Donc voilà. Donc j'emmagasine du savoir, et mon rôle, c'est d'essayer d'être un passeur, si vous voulez. Je vulgarise, le terme est péjoratif, mais là, en l'occurrence, je ne le prends pas de manière péjorative. Vous voyez, j'essaye de simplifier, de retenir l'essentiel pour un public, parce qu'en effet, je crois que la connaissance du passé est quelque chose de fondamental, et qu'un peuple qui ne connaît pas son histoire est un peuple qui se perd. Alors, autrefois, l'école d'autrefois, et même l'école de la République, faisait son travail. En déformant un peu, mais enfin, il y avait Jeanne d'Arc, il y avait l'essentiel. Aujourd'hui, il n'y a plus l'essentiel. Donc, c'est une perte de mémoire. Donc, perte de mémoire veut dire perte d'identité. Et donc, il y a un peuple qui ne sait plus qui il est, de qui il descend, ne sait pas où il va. Brighelli, le fameux Brighelli,
dit que c'est à dessein qu'on a fabriqué des crétins. Oui. À dessein, c'est-à-dire pour déculturer. Absolument, ouais. D'où son livre La fabrique du crétin, qui a eu un énorme succès et qui est consternant. Et alors vous avez la patience de faire le chemin à rebours et ensemencer une culture historique dans une partie du peuple. Et ça a marché. Je crois que je vous ai raconté plusieurs fois cette anecdote, mais ça m'avait rempli de joie. Je m'installe un jour dans une maison du Poitou et j'avais une voisine qui était vraiment une vieille dame qui n'avait même pas son baccalauréat, mais qui vous vouait un culte. Parce que je ne sais pas ce qui s'est passé, je crois qu'on m'avait téléphoné un jour et j'étais chez elle, parce que je m'occupais beaucoup de cette vieille dame. Et je lui ai dit, ma chère, j'avais Jean Sévillia. Alors j'ai été porté au nu, et elle m'a montré tous vos livres, et notamment celui-là, qui ne la quitte jamais, c'était près de son lit. Et elle n'avait pas le baccalauréat. C'est touchant. Donc il y a une contre-culture populaire que vous arrivez à... J'ai la chance, tous mes livres sont sortis en poche après quelques mois ou quelques... Et donc j'ai notamment un lectorat jeune. Voilà, il y a beaucoup de jeunes. Ah, c'est pas le cas de la voisine. Oui, non, voilà, mais moi j'ai beaucoup de jeunes qui lisent mes livres et pour qui c'est une sorte de contre-école. Enfin, vous voyez, ils apprennent moi, je possède, comme je suis conservateur, je conserve tous les courriers qu'on m'envoie et j'ai une tonne de lettres ou de mails, de courriels de gens qui me disent vous m'avez ouvert les yeux, vous m'avez appris l'histoire. Il y a une soif de culture encore plus que d'histoire d'information, sachant que l'information n'a toute sa portée que si elle se fonde sur un terreau cultivé, c'est ce qui manque là. Il y a une théorie d'Éric Zemmour là-dessus, qui dit la mère des batailles, c'est l'histoire. Si on perd la bataille de l'histoire, on a tout perdu. Oui, c'est pas moi qui dirais le contraire. J'ai publié des livres d'histoire avant ce cher Eric. Oui. Il a écrit un très beau livre, le génie, le destin de la France, un livre d'histoire qui restitue beaucoup de choses un peu à la manière d'historiquement correct. Vous disiez que vous aviez des domaines de prédilection. Vous dites que vous n'êtes spécialiste de rien sauf 2 ou 3 sujets. C'est quoi ces sujets? C'est l'Algérie, par exemple. Vous êtes beaucoup penché sur l'affaire d'Algérie. Oui, l'affaire d'Algérie m'a intéressé. Dans une deuxième conversation. L'affaire d'Algérie. En règle, je suis plus histoire contemporaine, moderne et contemporaine que histoire ancienne. Vous voyez, je suis pas. J'ai écrit sur le Moyen-Âge, je ne suis pas un spécialiste du Moyen-Âge. L'histoire antique, je m'y aventure avec beaucoup de prudence parce que je n'ai pas une culture très étayée là-dessus. Enfin, vous, c'est l'histoire de France, hein, voilà. Oui. D'ailleurs, vous avez une histoire passionnée de la France. Oui. Ou l'histoire, puis l'histoire de l'Autriche, quoi. Et de l'Autriche. Bon, écoutez, heureusement, nous allons nous retrouver parce que nous sommes très loin d'avoir épuisé tout ce que nous avons à nous dire. On n'a même pas fait la moitié, mais ça fait rien, il faudra sacrifier. On va reprendre ce travail d'historien et ce travail, non pas d'idéologue, mais de redresseur de culture, et que vous avez si magnifiquement mené à bien. Et ça n'est pas fini, parce que ce livre, le terrorisme, les habits neufs du terrorisme intellectuel, mérite aussi d'être mentionné. À très bientôt, Jean. Vous n'oubliez pas de revenir. Je reviendrai. Merci, Paul-Marie. Merci, mon cher Jean. En 12 années, TVL s'est imposée comme un rempart face à la pensée unique. Elle a créé une formidable dynamique, celle de la presse alternative dont le succès est patent. Fidèle à sa mission, TVL défend l'esprit français, la civilisation européenne et nos valeurs essentielles, la famille, les libertés, l'identité et la souveraineté. Nous offrons une information libre, affranchie des dictates et nous anticipons les grands bouleversements du monde. TVL dit la vérité sans concession. Mais pour que cette œuvre demeure, il faut garantir la pérennité de l'édifice. Alors, nous faisons appel à votre soutien par le biais d'un leg afin que TVL poursuive sa mission pour les générations futures. J'ai rédigé mon testament en faveur du fonds de dotation Média Liberté en précisant que mes biens sont destinés à TV Liberté. Vous voyez ce studio ? Il existe grâce à un leg, celui de Florence Drillon. De nouvelles émissions y sont tournées
Et cela permet à de jeunes journalistes de travailler et de poursuivre ce combat. Au service de TV Liberté, le fonds de dotation Média Liberté vous donne la possibilité de laisser votre empreinte. Par votre legs, vous investissez dans l'avenir en offrant à TVL les moyens de remplacer les médias du système qui minent notre concorde nationale. Avec vous, TVL pourra imposer sa mission de réinformation. Organiser sa succession est un acte de prévoyance et de responsabilité. Il garantit la protection de ce que l'on aime et le respect de ses dernières volontés. Vous pouvez faire confiance au fonds de dotation Média Liberté qui veille à ce que votre engagement soit pleinement réalisé.